Steve Nadjar. Et on a le plaisir de recevoir cet après-midi dans le Grand Journal Rina Bassiste. Bonjour Rina. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste israélienne, correspondante à Paris de la chaîne Cannes et contributrice du site Al Monitor spécialisé sur le Moyen-Orient. Rina, d'abord, comment a été accueillie en Israël, en particulier au sein des autorités politiques et militaires, la découverte lors de l'autopsie que la dépouille de Shira Bibas, Zichronah Livracha, la mère des petits Kfir et Ophir, n'avait pas été restituée par le Hamas. Est-ce qu'on se préparait à ce type de manipulation du Hamas? Bon, tout était possible, bien sûr, mais je crois que quand même, on ne sait pas, c'était une surprise, un sentiment de stupéfaction. Même après l'annonce, justement, des pathologistes d'Abu Kebir, qui a dit, on a examiné, on a réexaminé, on est absolument sûr, ce n'est pas les dépouilles de Shiri et Bibas. Il y avait le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a aussi exprimé on l'a écouté tout à l'heure dans le journal. Voilà, son étonnement face à cette cruauté. Et aussi, on a aussi attendu en fait l'annonce qui a été faite par Tzahal. Et l'annonce faite par Tzahal dit qu'en fait Kfir et Ariel étaient assassinés par les terroristes. À la fin du mois de novembre 2023. Voilà, à la fin du mois de novembre 2003. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Cette explication qui est maintenant mise sur la table par Hamas comme si il y avait peut-être une erreur, que les corps de Shiri Bibas étaient sous les décombres à cause, soi-disant, d'un bombardement israélien. En fait, il s'agit d'un mensonge. Et donc là, est-ce que vraiment il y avait un problème d'identification? Est-ce que vraiment, parce qu'on sait que Shiri Bibas, Ariel et Kfir n'étaient pas tenus par Hamas, mais par une autre organisation, Kataib el-Moudjahidin, est-ce que là, il y avait une erreur ou est-ce que vraiment il y avait une sorte de manipulation? C'est encore difficile à dire, mais ce qui est clair, c'est que cette explication donnée par Hamas, ça ne tient pas debout. Cette hypothèse, donc, la dépouille ait pu être mélangée par erreur, vous semble assez peu plausible? Oui, ça me semble très peu plausible d'abord parce qu'on sait que les valeurs, entre guillemets, ont les corps des otages aux yeux de Hamas et aux yeux des autres organisations palestiniennes, parce que le fait est qu'ils ont kidnappé même des corps, même des gens qui étaient assassinés déjà 7 octobre sur le sol israélien, leurs corps étaient kidnappés. Donc on sait très bien dans leurs yeux, quelle valeur ça a. Il y a une valeur, on voit aussi qu'Israël paye le prix, même pour rapatrier les corps. Cet accord va faire qu'Israël va relâcher des centaines de prisonniers palestiniens juste pour rapatrier les corps. C'est important pour nous, pour le peuple juif, pour le peuple israélien. On annonce que 602 Palestiniens, détenus palestiniens condamnés pour terrorisme, vont être libérés demain. Exactement, y compris autour de 50 personnes condamnées à perpétuité. Et donc là, déjà, ces organisations terroristes connaissent très bien les valeurs des corps. Donc, pour moi, bien sûr, j'aurais fait très attention à ces corps, justement pour ces moments comme on avait jeudi les échanges. Et deuxièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est qu'on apprenne de la part de Tzahal et qu'en fait, la famille Bibas, Shiri, Ariel et Kfir n'était pas morts après un bombardement de Tzahal, mais ils étaient assassinés par les terroristes. Donc, toute cette histoire de décombres, d'un mélange avec les autres corps, on ne les comprend pas en fait. Alors, certains commentateurs israéliens notent néanmoins ce midi, dans ces déclarations du Hamas, peut-être une forme de volonté de reconnaître une erreur volontaire, de peur d'en payer un lourd prix. Est-ce que c'est également votre lecture, Rina? Oui, c'est possible, parce qu'on a vu déjà avec l'histoire d'Arbel Yehoud, si vous vous souvenez, où Hamas a au début décidé de ne pas relâcher cette personne civile et a relâché au lieu d'elle une soldate israélienne. Après, il y avait quand même une volonté de Hamas de se rattraper d'une certaine façon. Il y avait cet autre échange qui a eu lieu un jeudi et pas samedi, un échange de plus. Parce qu'ils ont vu la colère d'Israël et aussi ils ont compris qu'Israël a les moyens de faire payer, et notamment avec bloquer l'aide humanitaire, bloquer aussi à l'époque c'était plutôt l'accès de Gaza 8 du sud de la bande de Gaza vers le nord. Donc Israël a aussi
des moyens à mettre la pression sur Hamas. Je crois que c'est aussi la situation maintenant. C'est le principal levier d'action des Israéliens, le blocage de l'aide humanitaire? Les blocages et les passages, ce sont les deux leviers pour l'instant. Et on sait que pour les Hamas, c'est très important que l'aide humanitaire, les tentes surtout, arrivent, qu'ils peuvent montrer justement à la population gazaouite qu'ils sont de leur côté, et malgré tout les misères qu'ils ont affligées à ces 2 millions de personnes. Donc ça, c'est le levier qui sont dans les mains d'Israël. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'Israël va aussi, d'une certaine façon, essayer de marcher avec cette explication, au moins jusqu'à demain après-midi. On évoque un ultimatum qui pourrait être posé par l'Israélien pour récupérer très vite la dépouille de Cheribas. Est-ce que c'est aussi les informations dont vous disposez? Je crois que cet ultimatum qui est maintenant en train d'être discuté au sein des autorités israéliennes, il va être posé après le relâchement, s'il y aura demain, la libération demain des 6 otages vivants, parce que personne en Israël va faire quoi que ce soit pour empêcher qu'il y aura cette libération demain. C'est ce qu'a demandé d'ailleurs tout à l'heure dans un communiqué le Forum des familles des otages au gouvernement. Pour beaucoup, Rina Bassis, les Bibas constituaient le symbole le plus terrible, le plus effroyable des souffrances des Israéliens le 7 octobre et dans les mois qui ont suivi. Dans quelle mesure, dans la guerre de communication en cours, le sort de cette famille déchirée a fragiliser le Hamas au sein des opinions publiques internationales? Disons, d'abord, c'est vrai ce que vous dites sur les Israéliens, parce que jeudi matin, même l'extrême droite israélienne qui est contre cet accord, même les leaders de la droite israélienne disaient à ce moment-là, on va mettre tous les désaccords à côté. Et vraiment, on était, je crois, tous les Israéliens réunis dans cette peine, dans cet chagrin absolument énorme, y compris, je pense, tous les communautés juives à travers le monde, et bien sûr en France aussi. On sait que ça est devenu un symbole extrêmement fort de la souffrance de 7 octobre. Et donc, d'abord, il y avait ça. Après, dans la communauté internationale, bien sûr, Kfir, je crois que Kfir Ariel, cette photo, en fait, de Shiri tenant la main à ses 2 enfants, ça revient au plus profond de qu'est-ce qu'on est comme êtres humains, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'humanité. C'est une photo d'une mère qui est en train de protéger ses enfants, de les aimer. Je crois que c'est une photo, une vidéo qui parle à n'importe qui, n'importe quel endroit. Avoir dit ça, je trouve que sur les médias français et pas juifs, la couverture de ce qui s'est passé hier n'était pas extraordinaire. C'était pas à la tête des nouvelles. Benjamin Netanyahu, on l'a écouté tout à l'heure, Rina Bassis a promis que le Hamas paierait le prix de ce cynisme inimaginable. Vous nous disiez que rien ne se passerait a priori avant la libération attendue demain de 6 otages vivants. Après, quelles sont les autres options sur la table que celle évoquée tout à l'heure, à savoir notamment le blocage de l'aide humanitaire? Est-ce qu'on peut imaginer des frappes ciblées sur certains responsables du groupe que vous évoquiez tout à l'heure? Beaucoup va dépendre quelles décisions M. Netanyahu va prendre par rapport à la deuxième phase, parce que là, on commence à s'approcher à cette date, à la fin, en fait, 42 jours de la première phase. On sait que le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui est maintenant le chef des négociateurs, il vient de remplacer, en fait, le chef de Mossad, David Barnea. Les déclarations d'un haut responsable du pouvoir ont suscité beaucoup de commentaires ces derniers jours, notamment parce qu'il mettait la responsabilité des retards sur l'ancienne équipe dirigeante, à savoir le chef du Mossad et le chef du Shin Bet. Exactement. Donc là, on a une équipe un peu différente de ce qu'on avait avant. Avec des méthodes aussi différentes? Avec peut-être des méthodes un peu différentes, je pense aussi vis-à-vis des Américains, parce que côté américain aussi, bien sûr, avec la nouvelle administration, tout a changé. Il y a une autre équipe. On voit Steve Witkoff qui est extrêmement impliqué. C'est en fait lui qui mène la balle. Et côté américain, même plus, si j'ose dire, que le Qatar. Disons que le rôle du Qatar était plus grand, peut-être plus important avec l'administration Biden. Maintenant, c'est vraiment les Américains qui prennent le premier rôle, si je peux dire. Et ça fait une grosse différence dans l'accélération des discussions? C'est difficile à dire. Mais vis-à-vis cette façon à faire,
M. Netanyahu a décidé justement de choisir Ron Dermer, qui a des contacts très étroits avec l'administration L'ancien Trump. ambassadeur d'Israël, rappelons-le, aux États-Unis. Exactement, et quelqu'un qui était aussi très proche du Parti républicain. Et donc, si on revient justement à la réponse d'Israël, disons que M. Dermer va aller à Washington la semaine prochaine et on va voir. Beaucoup va dépendre en fait de ces négociations, des discussions qu'il aura avec l'administration américaine. Donc moi, je suis un peu sceptique au fait qu'Israël va recommencer à bombarder. Je crois que d'abord, ça ne sera pas le moment, au moment où on commence enfin les discussions sur la deuxième phase. Je crois que même les Américains ne les vont pas voir d'un bon œil. Discussion qui devait démarrer au jour 16. Oui, on est très loin du jour 16, bien sûr. C'est pour ça que je dis on commence à être extrêmement proche. Les 42 jours va tomber sur le 1er mars. On est aujourd'hui le 21 février. Donc encore une grosse semaine, c'est pas beaucoup de temps. Sur le plan diplomatique, Rina Bassis, l'Arabie Saoudite accueille aujourd'hui un sommet présenté par Riyad comme, je cite, fraternel mais informel, un sommet réunissant 8 dirigeants arabes, les 6 États du Golfe ainsi que l'Égypte et la Jordanie, qui sont tous appelés à discuter d'un plan en réponse à la proposition de Donald Trump de déplacer les quelques 2 millions de Gazaouis pour placer la bande de Gaza sous le contrôle des Américains. C'est un plan égyptien, un projet qui doit être étudié. Que prévoit-il ? Oui, c'est intéressant parce que, bien sûr, tous les pays arabes, ils ont tout de suite dénoncé l'idée d'un transfert forcé des Gazaouites vers l'Égypte, vers la Jordanie, et d'autres pays. Mais quand ils parlent du plan Trump, ils ne disent pas exactement on est contre les plans, ils disent nous, on va proposer un plan alternatif. Et donc, il y a une volonté des pays arabes, en fait, de prendre les choses d'une façon un peu positive. C'était peut-être aussi le but caché, Rina, de l'administration Trump? C'est très possible. C'est très possible. Je ne sais pas si c'était complètement réfléchi de la part du président Trump, s'il y avait vraiment une stratégie justement de les provoquer, en fait, les pays arabes en action. Parce que certes, il y avait des éléments d'un plan, si vous voulez. Et avant, même il y a un an, on parlait qu'il faudra que l'autorité palestinienne va être impliquée, qu'il y aura les pays arabes qui vont payer, etc. Mais c'était vraiment des très grandes lignes qui étaient plutôt mises sur la table par l'administration Biden et Anthony Blinken que par les pays arabes. Là, avec cette provocation, si on peut l'appeler comme ça, de la part de M. Trump, certes, soudainement, 16 ou 17 mois après le 7 octobre, soudainement, il y a, on dirait, un vrai plan. On ne connaît pas tous les détails. Et pour l'instant, les Égyptiens parlent d'un plan de reconstruction qui va prendre entre 3 et 5 ans. Moi, je suis un peu sceptique. Ça a l'air très, très court pour reconstruire toute la bande de Gaza. Et tant mieux si on peut y arriver. Et les autres détails ne sont pas connus. Notamment sur la question du financement. La question du financement, je crois que c'est assez clair. Il faudra que les pays du Golfe sortent leur porte-monnaie. Il n'y a personne d'autre qui peut payer. On parle d'une cinquantaine de milliards de dollars. Oui, et même, je pense que même dans les plans de M. Trump, et quand il dit que les États-Unis vont être les propriétaires de la bande de Gaza, je crois qu'à aucun moment il avait l'intention que les taxpayers américains vont payer pour la reconstruction de la bande de Gaza. Quelles sont justement, Rina, les marges de manœuvre des Saoudiens? Est-ce qu'ils sont en mesure de faire évoluer les intentions de Trump, eux qui accueillaient par ailleurs cette semaine un sommet américano-russe sur le sort de la guerre en Ukraine? Oui, je crois que si vraiment il propose quelque chose qui va être financé par eux, qui a l'air faisable, pourquoi pas? Je pense que Trump sera ouvert à ça. Pour lui, il n'a pas une affinité, je pense, spécifique au sort des Gazaouites. Il voyait ça un petit peu comme d'un point de vue d'un entrepreneur, si vous voulez bien, disant que oui, il faut tout détruire, recommencer à nouveau, mais s'il y aura un autre plan qu'il n'a pas à s'en occuper, je crois que c'est quelque chose qu'il peut accepter, surtout si ça vient de la part des Saoudiens, parce qu'à la fin même dans sa campagne présidentielle, M. Trump a dit qu'il ne voulait plus la guerre ni à Gaza, ni au Liban, ni en Ukraine, si on revient à ça. Et donc, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tous les grands contrats avec les Saoudiens, il veut la normalisation. C'est qu'à chaque fois, les Saoudiens ne sont pas loin de ces 3 dossiers. Ils ne sont pas loin de ces dossiers, qu'ils entrent dans les accords d'Abraham.
Et donc, les relations privilégiées entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, c'est sûr et certain, ça joue un rôle extrêmement important sur tous les dossiers, y compris, bien sûr, le dossier d'Ukraine. Et un sommet de la Ligue arabe est prévu le 4 mars en Égypte. C'est intéressant là aussi. Est-ce qu'il existe un consensus, Rina, au sein de ces capitales arabes sur la question de l'avenir de la gouvernance future de la bande de Gaza? Je crois que là, les pays arabes n'ont pas le choix. Disons, tout le monde est d'accord que l'autorité palestinienne doit être dedans. On ne sait pas comment on va les appeler exactement. Est-ce qu'il y aura un conseil ou il y aura aussi d'autres représentants? On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais je crois qu'aucun pays arabe va rejeter cette idée. Et au contraire, parce qu'ils sont tous engagés dans l'aspiration du peuple palestinien pour un État. Et donc là, je pense qu'il y a bien sûr un consensus. S'il y a des pays qui veulent payer pour la reconstruction de la bande de Gaza, encore, là aussi, il n'y aura pas de divergence. Hein. Tous ceux qui peuvent payer sont la bienvenue. Et je crois aussi qu'il y a une compréhension de la part même des pays du Golfe et que l'Égypte doit jouer un rôle important. Quand même, il s'agit de l'avenir d'une certaine façon aussi de l'Égypte, non seulement de la bande de Gaza, de la stabilité du régime du président Sisi. Et aucun pays arabe veut en fait que sa stabilité va être mise en cause. Merci beaucoup Rina Bassis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne Cannes et que vous écrivez également des analyses pour le site spécialisé sur le Moyen-Orient Al Monitor. On peut réécouter cet entretien sur radioj.fr et le retrouver en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Prochaine fois sur Radio J.